C'est un plaisir de vous retrouver sur la RTG au sommaire de ce journal. Ce soir, dans la rétrospective des faits marquants de l'année 2024, il sera question de la création d'un marché carbone local, une grande première dans la sous-région. C'est l'une des actions menées cette année par le département de l'environnement et du développement durable. Les suites à l'intérieur du pays de la tournée du chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Abdoulaye Keïta a été accueilli au camp Béanzin dans la 4e région militaire de Zérékoré. Il a invité la troupe à la cohésion et à l'esprit d'équipe face aux défis sécuritaires. Aussi dans ce journal, le Festival international du Yémbé, les festivaliers étaient sur les îles de l'Os pour communier avec la nature, un monde de détente pour allier culture et tourisme à l'occasion de ce grand rendez-vous de la percussion. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. À la une de l'actualité ce soir, toujours près de sa population, le président de la République multiplie ses actions sur le terrain. Ce dimanche, le général Mamadi Doumbouya a pris part à l'assainissement au marché de Madina. De là, le chef de l'État a rendu visite à la maman du ministre Ousmane Gawal Diallo et à Hadia Mafoudia Kamara, fonctionnaire à la retraite. Mais avant tout cela, le président de la République a d'abord réceptionné un lot d'équipements militaires. Compte rendu, adjudant-chef Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Fidèle à sa tradition de grand homme altruiste, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, continue de marquer les esprits à travers ses multiples actes majeurs à caractère social et humain. Encore ce dimanche 8 décembre 2024, le chef de l'État, chef suprême des armées, était sur le terrain. Il a commencé sa journée de travail par la réception d'équipements militaires à la base aérienne principale de Conakry. Dans ce lot d'équipements figurent des hélicoptères de manœuvre et de transport Mi-17. De la base militaire, le président général Mamadi Doumbouya, accompagné du ministre secrétaire général de la présidence, du ministre directeur de cabinet de la présidence Guiba Diakité et de quelques membres du gouvernement, a pris part aux travaux d'assainissement au marché de Madina. Sur cette artère de l'autoroute Fidel Castro, le président de la République, père de la nation, est lui-même entré en action. D'abord sous le pont de Madina, puis à Avaria. Spontanément mobilisés sur les lieux, une foule de citoyens a mis l'occasion à profit pour acclamer et ovationner le président réfondateur et visionnaire. Après avoir accompli cet autre acte de patriotisme avec fierté, le chef de l'État a rendu visite à la mère du ministre des Transports et porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo. Dans la même dynamique, le président de la République est allé saluer Hadia Mafoudia Kamara, ancienne fonctionnaire de l'État. Tout comme la mère du ministre Ousmane Gawal Diallo, cette infirmière d'État à la retraite est comblée de joie. Bien grand, c'est mon jour aujourd'hui. Tout fait pour le voir, ça n'arrive pas. Ces deux familles résidant au quartier Dixine Port 1 ont à cette occasion solennelle prié Dieu pour le chef de l'État pour son humilité, sa gratitude et sa marque de reconnaissance envers les gloires de ce pays.
Une nouvelle campagne d'assainissement est lancée à Sigiri. Elle est initiée par le nouveau préfet au lendemain de son installation officielle. La lutte contre l'insalubrité publique est l'un des enjeux pour toucher les consciences. Des précisions avec Diamou Kabar. Grande mobilisation à Sigiri pour gagner le combat contre l'insalubrité. Le bel exemple des autorités locales incite les habitants à adhérer au projet. Les mains solidaires soutiennent cette opération d'envergure pour rendre propre la ville de Sigiri. Toute la population est sortie aujourd'hui pour l'assainissement. Donc je suis très content. Je suis très content pour ça d'abord. Donc c'est pour vous dire que tout ce que le président de la République est en train de faire, son action, que tout le Sigirienka le soutient. En première ligne, le préfet de Sigiri pour encourager les citoyens. Des engagements communs sont renouvelés ici au boulevard Camarade Ahmed Sékou Touré pour s'attaquer aux problèmes d'insalubrité publique, source de plusieurs maladies. À Sigiri, perpétuer cette journée d'assainissement rejoint les ambitions du président de la République. Lancement également à Farana des travaux d'assainissement avec la mobilisation de 250 jeunes. C'est une initiative de l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi AGETIP pour améliorer la santé publique. L'activité dure une semaine pour nettoyer et curer les caniveaux le long des principaux axes routiers de la ville de Farana. Reportage Ibrahima Oulin Fofana. C'est un projet qui repose sur l'approche haute intensité de main-d'œuvre. Une méthode qui associe développement local et création d'emplois temporaires. Dans le 140, 250 jeunes sont impliqués pour promouvoir la santé publique par le biais de l'assainissement. Nous avons sélectionné 250 jeunes à Farana qui vont travailler pendant une semaine pour rendre la ville propre. Non seulement c'est pour améliorer les conditions de vie des populations de Farana, mais aussi donner des emplois temporaires aux jeunes bénéficiaires. Quand la ville est propre, ça attire les visiteurs. Donc je vous demande de curer tous les caniveaux sur l'itinéraire indiqué, de vous mettre à la tâche et que chacun s'investisse. Voilà le message que j'ai pour vous. Ce projet d'assainissement est piloté par l'AGETIP, l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, avec l'appui technique du ministère de la Jeunesse et des Sports, et en partenariat avec les autorités communales. La priorité égale la santé. Si il est question aujourd'hui, on a des projets dans notre commune urbaine de Farana, vraiment c'est une grande fierté pour la commune urbaine de Farana, surtout nous, les membres de la spéciale qui a la commune urbaine de Farana. Si on pouvait prendre, n'est-ce pas, des gens pour surveiller ces caniveaux, ce serait encore salutaire. En plus de ça encore, alors tous les revendeurs qui se trouvent au bord de la route, on les responsabilise. Ça nous a aidé de nous recruter, de gagner un peu. J'ai enlevé des mois de chômage à Farana. Ça, nous sommes fiers de cela et on remercie AGETIP. À présent, notre rubrique rétrospective 2024. Ce soir, nous revenons sur les principales actions menées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Parmi les faits marquants de l'année 2024, la création de marché carbone local, une grande première dans la sous-région. L'initiative permettra à la Guinée de bénéficier de revenus conséquents grâce à ses efforts de conservation des forêts. Mamadou Alpha Baldé. C'est l'une des plus grandes avancées dans la lutte contre le réchauffement climatique ces dernières années, le marché carbone. Bien que jugé complexe par plusieurs pays à faible émission, le marché carbone consiste à faire payer les émetteurs leur empreinte carbone aux pays capteurs de gaz à effet de serre à travers les forêts et autres zones humides. Après plusieurs années de démarches, la Guinée a officiellement lancé son marché carbone local.
Il s'agit de trouver un système de compensation entre les gros émetteurs locaux comme le secteur minier et le gouvernement à travers un tarif local. La création du marché carbone est une des dispositions de l'accord de Paris sur le climat en son article 6. L'idée est d'encourager les pays au potentiel de séquestration de carbone élevé à bénéficier des retombées de la conservation des forêts, accompagner les communautés et financer des projets de développement durable. Dans cette dynamique, la Guinée a procédé cette année à la restauration de plusieurs sites écologiques et participé aux 3 COP, celle de la biodiversité en Colombie, des changements climatiques en Azerbaïdjan et de la désertification en Arabie Saoudite. Partout, le pays a défendu les projets verts du pays, comme celui du massif du Fouta, point de départ des principaux cours d'eau de la sous-région. Allons à la SAG où les membres du conseil d'administration se sont retrouvés, un moment d'évaluer les avancées de cette compagnie minière et de discuter des défis à relever. L'occasion pour le ministre des Mines et de la Géologie, président du dit conseil, d'exhorter l'équipe dirigeante à s'employer dans la mise en œuvre du projet Simandou Academy. Reportage de Saint-Martin Fancinadou. Dans la gouvernance et la direction stratégique de la SAG, le conseil d'administration se réunit à nouveau pour évaluer les performances de l'entreprise, discuter des projets en cours et prendre des décisions importantes. Le ministre des Mines et de la Géologie, président de cet organe régulateur et de veille, et l'ensemble des membres échangent sur le budget pour l'année 2025 ainsi que des orientations pour améliorer les rentabilités pour le bénéfice des populations guinéennes, comme le souhaite le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Comment ensemble, avec les partenaires, nous pouvons continuer à améliorer la rentabilité de l'entreprise, réduire les coûts, mais également et comment ensemble on peut travailler pour, suite à la réforme de l'artisanat qui vient d'être faite sous le leadership du président de la République, comment implémenter ces réformes pour éviter de l'impact que cela engendre au niveau des sociétés industrielles, parce que cet impact réduit leur capacité de production, donc les revenus de tous les actionnaires, y compris l'État. Nous travaillons ensemble également sur les problématiques liées à la promotion du contenu local au sein de la SAG. Le conseil d'administration est aussi une opportunité pour les membres de définir les orientations stratégiques claires pour assurer la croissance durable de l'entreprise en tenant en compte des tendances du marché, des innovations technologiques et des opportunités d'expansion. C'est un très grand plaisir pour moi d'être en Guinée pour le conseil d'administration de la SAG. Et ensemble, nous avons eu beaucoup de conversations, de discussions par rapport à l'amélioration des résultats de l'entreprise, ce que nous allons mettre en œuvre. Et aussi, c'est un grand plaisir pour moi de constater que l'État est en train de faire beaucoup de réformes par rapport à l'exploitation artisanale. C'est vraiment un plaisir pour moi de constater qu'en tant que partenaire, nous sommes très bien alignés dans les objectifs que nous nous fixons, non seulement pour 2025, mais pour les années à venir. Et nous avons discuté de façon très ouverte, très transparente, sur tout ce que nous devons mettre en place ensemble pour faire évoluer la société dans l'intérêt de toutes les parties. Lors des débats, le ministre des Mines et de la Géologie, en tant que président du conseil d'administration de la SAG, a exhorté les partenaires à adhérer à l'initiative du président de la République liée à la concrétisation des Simandou Academy. À la rencontre d'un amoureux de la terre à Kumba, dans ce petit village de Kankan, Sékou Keïta a mis en valeur plusieurs spéculations sur plus de 350 hectares. Son engagement, atteindre les objectifs de la refondation verte pour limiter des importations, obtenir des matériels agricoles est le cri de cœur de Sékou Keïta pour soutenir la politique agricole. Diamokaba. Des paysans déterminés à relever les défis de promotion rurale
Cette ambition dévoile la passion de cet agriculteur dans l'ombre depuis des années. Nous sommes à Talikourani, dans la commune rurale de Koumba, en préfecture de Kankan. Ici, plusieurs pistes agricoles sont explorées par Sékou Keita pour renforcer la sécurité alimentaire en milieu rural. En s'adaptant aux nouvelles exigences, Sékou Keita compte innover à travers l'acquisition de matériel agricole. Une fois que vous avez beaucoup d'ambition, donc à chaque pas, vous découvrez une grande porte. À chaque pas, vous découvrez une grande porte. Et cette grande porte-là, ça, ce n'est pas facile à gérer nous-mêmes. Il faudrait un accompagnement, que ce soit à les ONG ou est-ce que ce soit le gouvernement. Mais on veut un accompagnement très très solide. Je ne peux pas promettre, mais je vais rendre compte. Puisque ce que j'ai vu en cette société, c'est le sérieux. Le sérieux dans lequel il évolue, il faut l'encadrer, il faut l'appuyer. Le domaine est estimé à plus de 350 hectares et on y retrouve différentes spéculations. Du maïs, papaye, verger d'oranger, pastèque, ananas et la bananeraie. Cet engagement en faveur du développement local est mené par la Société guinéenne d'agriculture, d'élevage et du commerce. Ce monsieur, moi je l'ai découvert à Kankan. Chaque fois que je le vois dans sa voiture, il est avec les produits locaux. J'ai essayé de comprendre. Même hier, j'étais devant sa boutique. Il vendait le kilo de bananes à 6 000 francs. Et puis des bananes bio. Mais c'est extraordinaire. Les papayes aussi, vous avez vu, quand ils récoltent, ils pèsent avec une quantité très importante. Au jour d'aujourd'hui, je ne dirais pas que tous les papayes qui sont à Kankan, qui viennent d'ici, mais les 90%. Moi-même, je suis producteur de papaye. Mais aujourd'hui, sa production dépasse de loin tous les autres producteurs qui sont dans la zone. Par sa passion pour la terre, Sékou Keita compte contribuer à limiter les importations à tour de bras des produits alimentaires cultivés au bout du monde. Avec ses moyens du bord, cet acteur du monde rural se repositionne comme pionnier avec l'objectif de mettre le label Made in Guinée à la portée de tous les ménages, surtout les plus vulnérables. Promotion de l'agriculture vivrière, les responsables du projet d'appui à la transformation de l'agriculture et de l'entrepreneuriat jeune organisent des séances de formation pour les conseillers agricoles et représentants des groupements associés au projet. Le marketing agricole et la commercialisation groupée sont des thèmes développés et c'est pour, entre autres, contribuer à l'amélioration et l'écoulement des produits. Nabila Moussa Kamara, Zézé Guilavogui. Pour avancer dans la culture des produits locaux en vue de créer des activités génératrices de revenus pour les femmes rurales et les jeunes, les responsables du projet d'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne et de l'entrepreneuriat jeune renforcent les capacités des acteurs des filières riz, manioc, arachide et fonio des préfectures de Boké et Bofa. Les conseillers agricoles et les représentants de groupements de femmes écoutent les messages des initiateurs. Les démarches à suivre pour changer les résultats de la production sont expliquées aux participants. Au début, nous, on ne savait pas comment on travaillait, franchement, mais avec la formation du MGE, maintenant là, nous pouvons très bien faire le tivage du riz. Le marketing agricole et la commercialisation groupée sont les thèmes de cette rencontre. Il s'agit de faciliter le travail aux acteurs des filières riz, manioc, arachide et fonio dans les préfectures de Boké et Bofa. En Guinée, la production nationale n'arrive pas à couvrir le besoin de l'alimentation du Guinéen. L'État est en train de déployer des gros efforts dans le cadre des aménagements. Donc il faut renforcer les acteurs des filières agricoles, surtout le riz. Nous saluons d'abord le projet PATAC qui a vraiment fait des appuis très énormes aux producteurs. Nous remercions l'État pour son effort fourni vis-à-vis de ces populations agricoles. La mission et le rôle des acteurs des filières sont définis pendant les échanges. Les connaissances acquises lors de cette rencontre seront restituées aux membres des organisations respectives. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et les partenaires techniques et financiers accompagnent le projet d'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne et de l'entrepreneuriat jeune.
Je vous le disais dans les titres, le chef d'état-major de l'armée de terre poursuit sa tournée de prise de contact dans les unités d'infanterie de l'intérieur du pays. Et cette fois, le général de division Abdoulaye Keïta s'est rendu au camp Béanzin dans la 4e région militaire de Zérékoré. Au cours d'un rassemblement tenu à la portion centrale, il a exprimé la profonde compassion de la hiérarchie militaire aux familles des victimes de l'incident du stade de Zérékoré. Adjudant-chef Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. C'est par une minute de silence à la mémoire de nos compatriotes décédés au stade du 3 avril de Zérékoré que le chef d'état-major de l'armée de terre a entamé ce rassemblement ici à la portion centrale du camp Béanzin. Dans son intervention, le général de division Abdoulaye Keïta a exprimé la compassion de la hiérarchie militaire aux familles éplorées. C'est avec une profonde humilité et un grand honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui dans le cadre de ma première visite de travail en tant que chef d'état-major de l'armée de terre. Je prends mes fonctions à un moment crucial pour notre armée, notre pays et cette 4e région militaire qui joue un rôle stratégique dans la défense de notre territoire. Ce rassemblement est l'occasion pour moi de m'adresser directement à vous, les femmes et les hommes qui incarnent la force, le courage et la discipline de notre armée. Vous êtes la première ligne de défense de notre nation. Et votre engagement est le fondement sur lequel repose notre souveraineté. Dans ce discours, je souhaite partager avec vous ma vision et mes attentes. Je veux aussi vous rappeler les valeurs fondamentales qui doivent guider chacun de nos pas. La discipline, le patriotisme et le sens du devoir. Face aux défis sécuritaires du moment, le chef d'état-major de l'armée de terre entend s'appesantir sur le travail d'équipe à travers le renforcement des capacités opérationnelles des hommes pour l'atteinte des objectifs assignés à son institution. Aujourd'hui, notre pays fait face à des défis de sécurité complexes. Les menaces terroristes, la défense de nos frontières, la lutte contre les trafics transnationaux et bien d'autres. Ces défis exigent de nous une vigilance constante, une préparation rigoureuse et une coordination exemplaire. En tant que chef d'état-major de l'armée de terre, je m'engage à travailler avec vous pour renforcer notre efficacité opérationnelle, moderniser nos équipements et développer nos capacités stratégiques suivant les objectifs du commandant en chef des forces armées. Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Réuni autour du chef d'état-major, le commandement de la région a fait une présentation de sa sphère de commandement. Un cadre d'échange qui a permis aux officiers présents de discuter du renforcement de la sécurité le long de nos frontières. C'est par la visite des installations et des infrastructures au sein de cette unité que cette série de travail a pris fin. Par ailleurs, la mairie de Ratoma a procédé au lancement de la campagne nationale de vaccination gratuite des chiens contre la rage, une initiative du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui consiste à éradiquer cette maladie d'ici 2030. Pour cette opération, plus de 200 000 doses de vaccins sont disponibles. Le point avec Moussa Bangoua. Cette dose de vaccin annonce le début de la campagne nationale de vaccination gratuite des chiens contre la rage. La rage est une maladie virale qui infecte les chiens et chats errants, dont les morsures sont mortelles pour l'homme. Cette campagne sera suivie des supervisions et ces supervisions se situent à 3 niveaux. Il y a le niveau vraiment préfectoral et communal et le niveau régional qui fera un suivi et le niveau national pour vraiment voir effectivement si cette campagne est en train d'être réalisée. Cette action aujourd'hui est salutaire
et désormais est une rééducation sociale pour tous les citoyens sans discrimination que nous devons vacciner nos chiens et nous devons désormais avoir des carnets qui prouvent, qui témoignent que notre chien est vacciné et elle est une véritable compagnie. Pour réussir cette lutte, plus de 200 000 doses de vaccins sont disponibles au département de l'agriculture et de l'élevage. L'objectif est de vacciner 190 000 chiens dans tout le pays. Ça nous permet de prendre soin de nos animaux et de savoir que le meilleur ami de l'homme, d'abord le chien, et qui est chaque fois dans nos quotidiens, doit être aussi traité. C'est une très belle initiative et on demande aujourd'hui à tous ceux qui sont détenteurs, que ce soit de chiens, de singes ou de chats, on leur convie de venir les vacciner. Non seulement c'est une sécurité pour eux, mais c'est une sécurité aussi pour le voisinage. Dans les quartiers, des porte-à-porte sont organisés afin d'exhorter la population à adhérer à cette campagne gratuite pour qu'aucun chien ne transmette cette zoonose aux citoyens de la capitale et de l'intérieur du pays. Et puis le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, s'active dans les préparatifs du scrutin référendaire. Après le lancement des audiences foraines, une nouvelle étape est aussi franchie. Il s'agit de l'envoi de plus de 200 superviseurs et agents dans le cadre de l'élaboration de la cartographie des bureaux de vote et des centres d'enrôlement. Explication Amadou Touré. 201 superviseurs et agents enquêteurs pour un travail de géolocalisation des places publiques, les centres secondaires et les centres de déclaration des faits d'état civil. Objectif, recueillir les données GPS pour la mise en place de la cartographie des bureaux de vote des 375 communes du pays. Ces données de géolocalisation permettront à chaque citoyen de connaître tous les bureaux de vote proches de leur lieu de résidence. Tous les citoyens sur le territoire national auront la capacité de, dans un rayon proche de quelques kilomètres, de trouver un bureau de vote sur une carte et aussi faciliter l'accès des citoyens au service d'état civil. Une initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers la direction des affaires politiques et administration électorale en rapport avec la direction générale de l'Institut géographique national. Les places publiques sont les centres de vote pour nous. Donc il faut aller cette fois-ci géolocaliser les places publiques pour que nous puissions embarquer la géolocalisation afin que chaque citoyen soit enrôlé directement dans son centre de vote et que son centre de vote apparaisse sur son récépissé quand il va recevoir. Mais cela aussi c'est un outil de transparence pour nous. Ça va permettre de faire la traçabilité des procès-verbaux parce que nous avons quand même été victimes de déperdiction de procès-verbaux. Donc ces questions viennent rassurer, mettre de la crédibilité sur le processus que nous souhaitons organiser dans le cadre du vote de notre nouvelle constitution. Aujourd'hui, nous sommes avec les agents en lien avec l'Institut géographique national qui vont aller sur le terrain pour aller identifier les centres qui vont servir de vote, des centres de vote pour les futures élections à travers la géolocalisation donc de ces endroits qui vont servir sur tout l'étendue du territoire national à permettre aux citoyens à aller voter et dans leur localité. Selon les responsables du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, ces différentes initiatives s'inscrivent dans le cadre de la crédibilité et la transparence en amont du scrutin référendaire ambitionné par les autorités guinéennes. Sur le plan de l'éducation, ils sont 17 admis sur 86 candidats en lice. Ils bénéficient du prix annuel de la recherche et de l'innovation décerné chaque année aux meilleurs projets. C'est sur cette note que la deuxième édition de la Scénarii est bouclée à Kindia. Des prix ont été donc décernés aux meilleurs créateurs et innovateurs. Mounir Bari nous en dit davantage. Stimuler la créativité et valoriser l'excellence en milieu académique est l'un des objectifs majeurs de la Semaine nationale de la recherche scientifique et de l'innovation. Après plusieurs jours d'intenses travaux au sein de l'IRBAG, la cérémonie est bouclée
par la remise du prix annuel de la recherche scientifique et de l'innovation aux meilleurs projets d'innovation et de recherche dans divers domaines. Organiser un tel événement, c'est de découvrir les talents cachés. Et ça, je vais vous dire qu'il y en a beaucoup. Et avec le temps, on sera toujours de surprises agréables, L'ancienne génération a fait la recherche avec le cœur. Mais cette nouvelle génération exige les moyens et les défis du moment exigent les moyens pour faire de la recherche. Donc c'est un renouveau que nous voulons vraiment lancer à l'Institut de recherche et de biologie appliquée de Guinée. Les chercheurs et innovateurs guinéens ont présenté aux membres du jury des projets innovants et dans plusieurs secteurs pour stimuler la compétitivité liée à la recherche scientifique. Le ministère décerne des prix. Nous avons des enseignants-chercheurs guinéens, mais également des innovateurs qui ont pu en fait présenter leur travail et nous avons assisté à la remise de ces prix qu'il faut que nous continuions quotidiennement à fournir assez d'efforts pour en fait la science en République de Guinée. Nous sommes conscients que ce n'est que par la recherche que nous réussirons à repousser les frontières des possibilités de production et nous espérons vraiment que les enseignants-chercheurs mais également les innovateurs feront en sorte que la Guinée ne soit pas absente sur la scène internationale dans ce domaine. La deuxième édition de la Semaine nationale de la recherche scientifique et de l'innovation a permis de découvrir des créations scientifiques, d'innovation, mais aussi de comprendre l'engagement du ministère pour mettre la science au centre de préoccupation du gouvernement. L'enseignement technique leur est à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi. De belles perspectives sont ainsi annoncées avec le programme d'appui à l'insertion et à l'emploi décent par la formation professionnelle. Un financement de plus de 26 millions de francs guinéens a été obtenu dans le cadre de ce programme qui vient de tenir son tout premier comité de pilotage. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. Avec le programme d'appui à l'insertion et à l'emploi décent par la formation professionnelle, le gouvernement guinéen franchit une nouvelle étape dans sa volonté de développer ce secteur avec l'appui des partenaires de l'Union européenne, de l'AFD, Enabel et la GIZ. 26,5 millions d'euros, dont 24 millions d'euros venant de l'Union européenne, vont être investis pour qualifier les programmes, moderniser les équipements et renforcer le capital humain. À cette première réunion du comité de pilotage, les parties prenantes réaffirment leur volonté d'accélérer la mise en œuvre de ce programme. C'est un projet qui vient de démarrer, donc on est en train de s'installer, on a fait quelques activités déjà, autant pour les infrastructures des écoles, que l'équipement, que la formation des professeurs. Donc maintenant l'objectif dans ces 2 années, c'est de monter en puissance, de s'étendre aussi dans d'autres régions et de pouvoir atteindre les objectifs du projet qui sont avant tout de créer de l'emploi dans les filières où il y a une demande. Le programme d'appui à l'insertion et à l'emploi décent par la formation professionnelle va notamment aider à mieux soutenir l'orientation des efforts vers les filières porteuses dans un contexte où la Guinée entame de grands chantiers pour son développement. Aujourd'hui, au niveau de l'enseignement technique, nous avons conscience des difficultés que nous avons et nous sommes en train réellement de faire une refonte profonde pour nous aligner sur les standards, pour justement que nous puissions, que les Guinéens puissent profiter de tous les projets structurants comme le projet Simandou et les programmes qui en découlent comme Simandou Academy et consorts, pour être en mesure d'absorber la demande de main-d'œuvre qui est à l'horizon et qui sera nécessaire pour le développement socio-économique de notre pays. Dans sa mise en œuvre sous la coordination de la Direction nationale de l'emploi et de l'entrepreneuriat, le programme PAED va œuvrer pour faciliter l'insertion des jeunes et encourager l'implication de la gente féminine dans la formation professionnelle. Voilà, 26 millions d'euros ont été donc obtenus pour la concrétisation de ce programme. Pour consolider la paix et la cohésion sociale en Guinée, la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes a lancé une campagne de sensibilisation. Après les régions de la Basse et de la Haute-Guinée, l'étape de la Guinée forestière est entamée et des organisations féminines sont réunies autour des idéaux de paix et de quiétude sociale. RTG Zérekouré, Mohamed Saloupa, Lancé Kamisoko, Mohamed Lamina Diallo.
La femme, force motrice de tout développement durable, est au cœur de cette rencontre de Zérékoré. Sa participation à la culture de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays, surtout en cette période, est vivement sollicitée par la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes. Si ces femmes leaders s'impliquent dans la préservation de la paix et la non-violence au sein des différentes localités dans leurs structures, je pense bien qu'elles sont les voies les mieux placées à prôner la paix et à inviter leurs frères, leurs fils et leurs maris à la consolidation de la paix pour que le développement soit une réalité. Parce que sans paix, pas de développement. Conscientes du rôle qui est le leur, ces femmes leaders de la Guinée forestière sont galvanisées dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. Elles comptent mener cette campagne de promotion de la paix dans les communautés. On ne peut rien sans la paix. Et pour une paix, il faudrait que les femmes d'abord sachent que tout ce qui vient dans ce pays va les toucher de façon directe ou indirectement. Donc il faudrait que nous les femmes, nous nous engagions à ce que cette transition se passe dans une manière très paisible. Nous les femmes, on doit s'impliquer à la paix parce que c'est nous qui avons des enfants. Il y a nos petits-fils, il y a nos maris. Toujours les femmes doivent être vigilantes. Nous, on veut toujours la paix. Membre actif de la société civile, la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes est l'initiatrice de cette campagne pour la culture de la paix, gage de tout développement. Après qu'on a créé certaines préfectures de l'intérieur du pays, Fria accueille à son tour le Centre national de formation sociale appliquée Jean-Paul II. 150 personnes du 3e âge bénéficient d'une prise en charge sanitaire. L'action vise à apporter des soins de qualité aux personnes qui ont participé au développement socio-économique du pays à un certain moment de leur vie. Mohamed Kamara, Aboubakar Junior Kamara. La 5e campagne de prise en charge sanitaire des personnes du 3e âge prend en charge 150 seniors de la ville de Fria. Une volonté du président de la République pilotée sur le terrain par le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables à travers le Centre national de formation sociale appliquée Jean-Paul II. Ces personnes âgées, aujourd'hui, ce ne sont pas des retraités, mais qui n'ont pas de moyens. Le président, dans sa politique de refondation de la République de Guinée, a pensé à ces personnes à travers le Centre national de formation sociale appliquée Jean-Paul II. Il met tous les moyens à notre disposition pour que nous puissions les prendre en charge. Cette vision du chef de l'État vise à ne laisser aucune catégorie sociale pour compte. Après Conakry, la prise en charge concerne les personnes du 3e âge de l'Abbé, Pita, de Bokeh, avant Fria. Un geste qui réconforte ses bénéficiaires. Je suis vraiment contente de ce prélèvement ce matin. Je vais recevoir encore les produits que Jean-Paul II va me donner. Et je suis contente du projet de mon général Mamadi Doumbouya. On est à cœur avec lui. C'est une satisfaction et une joie immense de la part de l'autorité préfectorale pour venir dans notre préfecture s'occuper de nos grands-parents qui sont dans le besoin. C'est aussi un remerciement qu'on a à l'endroit de l'autorité, en l'occurrence le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, pour tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il est en train de faire par rapport à la prise en charge des travailleurs. Le ministère de la promotion féminine, l'enfance et des personnes vulnérables s'engage dans l'assistance des personnes vulnérables conformément au premier pilier de la transition. Et cette bonne nouvelle pour les amoureux du Cuiron, le stade du 28 septembre sera opérationnel au mois de février 2025. C'est ce qu'a laissé entendre les conducteurs des travaux alors que le ministre de la Jeunesse était allé s'enquérir de l'état d'avancement du chantier. Au stade général Lansana Conté de Nongo, les travaux évoluent et répondent aux normes FIFA. Moussa Komara pour les détails. Connu pour ses souvenirs glorieux dans les années 70. Ce mythique stade du 28 septembre pourrait être opérationnel dans 3 mois. Ces travaux de reconstruction évoluent à grande enjambée. Les travaux de génie civil sont quasiment achevés. Les équipements nécessaires pour la mise en place du gazon, incluant le système de drainage et d'arrosage, sont fin prêts.
C'est un chantier qui a deux phases. Et la première phase concerne le stade proprement dit, c'est la pelouse et le bâtiment qui habite le stade. Il y a aussi les bâtiments connexes, c'est-à-dire un grand bâtiment R+1 à usage administratif, et un hall omnisport avec pour les sports de combat et quelques blocs de toilettes. Mais si nous prenons la phase A, nous pouvons l'estimer à 48-49%. À ce niveau, nous sommes très contents de l'évolution du chantier. Nous pensons que le cap sera maintenu parce que déjà dans 3 mois, le gazon va germer complètement. On pourra jouer sur le gazon. Depuis 2023, ce chantier n'a jamais connu une telle accélération malgré les contraintes de financement. Le système mécanique, la plomberie, l'électricité et l'installation des câbles pour la climatisation sont achevés. Tous les compartiments du chantier sont attaqués par les ouvriers. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui suit de très près le chantier, est enthousiasmé. L'évaluation qui a été faite ici par l'ensemble des acteurs montre que les travaux évoluent. Nous avons maintenant un bureau de contrôle qui n'existait pas avant, le bureau Veritas. Il y a maintenant 2 mois, nous attendons son tout premier rapport pour savoir ce qui est en train d'être fait. Est-ce que le taux d'exécution déclaré par l'entreprise est réel? Et deuxièmement, est-ce que tout ce qui a été fait selon les normes? Cela va nous permettre d'évaluer globalement ce qui se passe ici. Après le stade du 28 septembre, direction stade général Lansana Conté de Nongor. Dans ces stades de 50 places, les travaux vont lentement mais sûrement. Les équipements pour la reconstruction sont acheminés par l'entreprise. L'occasion pour le ministre de la Jeunesse et des Sports de toucher du doigt tous les aspects qui entrent en ligne de construction. Le constat est rassurant. Nous avons évalué la première phase qui était le premier contrat que l'entreprise avait, qui était les préalables. Et ceci aussi, ils évoluent à grands pas. Vous avez vu les statistiques. Maintenant, il reste à évaluer quels sont les travaux à faire parce que c'est un stade qui est mouse. Les travaux sont énormes. Pour la deuxième phase, nous attendons donc la proposition des travaux en termes d'offres pour que l'ACGP, qui est le maître d'œuvre, puisse travailler et pour nous faire sortir le contrat de la deuxième phase et que nous aurons les budgets nécessaires parce que nous finançons tout ça avec le budget national de développement. En réunion technique avec l'entreprise contractante, le nouveau visage du stade général Lansana Conté après reconstruction est présenté. Le gazon sera naturel, répondant aux normes FIFA et la toiture sera entièrement couverte. Du sport également avec la pause ce samedi à Diarabia de la première pierre du centre Olympe Africa. C'est un projet d'intérêt communautaire initié par le Comité national olympique et sportif guinéen. La cérémonie a regroupé autorités régionales, préfectorales et cadres du dit comité. Jibril Kamara était de la partie. Offert par la communauté de Diarabia, ce domaine servira à la mise en place du centre Olympa Africa, un projet à la fois sportif et social pour les communautés de Kolabouni et au-delà. Une fois réalisé, ce centre favorisera la création d'emplois et la pratique du sport dans cette localité réputée à cause de la densité des activités des sociétés minières. Grâce à la demande du président du comité olympique guinéen, à la communauté du district de Diarabia pour trouver un lieu pouvant abriter des compétitions nationales et internationales. Nous soutenons avec détermination pour le démarrage de ce grand projet dénommé Centre olympique. L'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique est le partenaire privilégié du Comité national olympique. Cette association continentale a toujours œuvré pour le développement du sport en Afrique. En Guinée, le projet de Diarabia est le deuxième du genre après celui de Kassa. Ce que nous voyons directement aujourd'hui, c'est l'objectif qui est atteint. Et cet objectif est atteint grâce à tout d'abord au CIO à travers l'ACNOA qui a accepté de nous donner ce projet. Nous remercions aussi l'État parce que c'est le propriétaire de terrain à travers les citoyens de Diarabia. C'était un rêve d'avoir un centre olympique Africa à Diarabia. C'est devenu une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, le stade qui se construit pour la jeunesse, pour tous les pratiquants du sport.
nous, en tant qu'autorité, on va se battre corps et âme pour que vraiment ce projet soit très bien supervisé. Sur ce domaine, de plusieurs hectares seront bâtis des terrains de football, de volleyball, de handball, de basketball, une piste d'athlétisme, des salles de gymnase et autres dispositifs d'envergure pour la pratique quotidienne des activités sportives. On parle encore ce soir du Festival international du Djembé. Les festivaliers se sont rendus sur les îles de l'Os pour communier avec la nature. Sur les plages de Soro, ils ont passé un moment de détente, une excursion pour allier culture et tourisme à l'occasion de ce grand rendez-vous de la percussion guinéenne. Les images de Mamadou Djoumaba sont commentées par Ousmane Ba. Deuxième jour du Festival international du Djembé, destination les îles de l'Os. Une excursion sur les plages ensoleillées et féeriques de Soro, comme pour allier culture et tourisme. Les festivaliers découvrent la beauté du paysage, le sable et la brise de l'océan bleu, avec ses vagues en cascade qui viennent échouer sur la plage. Une détente en communion avec la nature. Les uns se baignent, tandis que d'autres profitent de l'ombre. Le tourisme balnéaire, le tourisme sur les îles, c'est aussi un type de tourisme qui permet d'allier donc au tourisme culturel la beauté du paysage de notre pays. On a des îles magnifiques, les îles de l'Os, c'est un ensemble d'îles, et donc il était important pour nous que les festivaliers viennent découvrir la richesse du beau paysage de notre pays. Et je pense que c'est une sorte de campagne de sensibilisation et de renouveau de notre Guinée pour que ces festivaliers puissent aller avec en mémoire la nouvelle Guinée, celle qui bouge, celle qui est dynamique, celle qui met en avant ceux qui marchent. Pour moi, c'est déjà une découverte de l'âme de ce pays. On sait nous depuis l'Europe que c'est un pays qui est extrêmement riche et qui a la racine de beaucoup dans la culture et de percussions africaines, que c'est un pays central. Et donc c'est une manière de venir découvrir à la fois ce qui se passe ici et de pouvoir ensuite promouvoir ça en Europe. Dans l'agenda de ce jour mémorable, une partie de gastronomie pour mettre en exergue l'art culinaire guinéen avec la dégustation de mets locaux. Une journée qui génère des revenus pour les insulaires. Nous bénéficions d'une journée de détente, accueillant le monde à travers ces organisations internationales aux îles. Vous voyez aujourd'hui l'engouement qui se dégage autour de cette journée. Et qui parle du tourisme parle de la culture. Et qui parle des îles parle de la joie. Et c'est cette joie que nous vivons aujourd'hui à travers cette deuxième journée du Festival international de Djembé. Après la restauration, une partie de spectacle qui fait découvrir les talents percussionnistes du ministre Moussa Moïse Silla. La journée a permis à l'équipe de se défouler afin de se débarrasser de tous les encombrants avant de regagner la terre ferme de Conakry. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre paradis de richesse et d'innovation.